Bonjour à tous, voici la suite de notre histoire, la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Je vais lire tout en vous montrant le texte pour pouvoir bien suivre. Alors j'ai un peu les doigts pleins d'encre, mais c'est pas grave. Nous en étions au chapitre 1. Descendons de la plaine, plutôt se battre avec les hommes que se laisser mourir de faim ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les ours vivent un hiver très rigoureux, ils sont dans les montagnes, ils ont faim, ils ont froid, ils grelottent et ils voient les maisons qui fument dans la plaine. Donc ils ont envie d'aller rejoindre les hommes pour trouver à manger et survivre. En fait, les conditions sont très difficiles. Donc, ils vont chercher la nourriture là où elle se trouve. Disaient les plus courageux parmi les ours. Et l'idée, à vrai dire, ne déplaisait pas au roi Léonce. Il pourrait en profiter pour essayer de retrouver son fils. Si son peuple tout entier descendait en force, les dangers seraient moindres. Souvenez-vous que le roi Léonce a perdu son fils, et plutôt que d'avouer à son peuple que son fils a été enlevé, il a dit que son fils était mort, qu'il était tombé dans un précipice. Mais il espère bien évidemment que son fils est toujours vivant, il en a l'intime conviction. Donc, les hommes y regarderaient à deux fois avant d'affronter pareille armée. Mais les ours et le roi Léonce, avant eux, ne connaissaient pas les hommes, leur méchanceté, leur malice. La malice, c'est ce qui produit le mal. La malice, c'est la base du mal. Ils ignoraient de quelles armes redoutables ils disposaient, quels pièges ils étaient capables de dresser pour s'emparer des bêtes. Les ours ne savaient pas, les ours n'avaient pas peur et décidèrent de quitter leur montagne et de descendre vers la plaine. À cette époque, le grand-duc régnait. Nous y reviendrons souvent à ce grand-duc, il va souvent en parler. Grêle comme une araignée, ça veut dire qu'il est tout maigre, tout fin, il n'est pas bien épais. Laid et méchant et arrogant. Laid, c'est pas beau. Méchant, tout le monde sait ce que c'est. Arrogant, c'est se croire supérieur à tout le monde. Il est imbu de sa personne. Qui pourrait aimer ce grand-duc, cet infâme tyran ? À présent, il faut que vous sachiez que quelques mois auparavant, le professeur D. Ambrosius, astrologue de cour, avait prophétisé, c'est-à-dire il avait annoncé, que des montagnes descendraient une armée invincible, invincible que l'on ne peut pas vaincre, que le grand-duc serait battu et le pays tout entier livré à l'ennemi. Le professeur ne l'avait dit que parce qu'il était sûr de son fait, d'après ses calculs astronomiques. Mais imaginez le grand-duc, pris d'une véritable rage, il avait fait chasser l'astrologue du palais après l'avoir fouetté. Est-ce que le grand-duc a cru le professeur d'Ambrosis lorsque celui-ci a annoncé ce qui allait se passer? Non. Le grand-duc, plutôt que de prêter une oreille à ce que disait le professeur, s'est fâché et a décidé de faire fouetter, c'est-à-dire prendre un fouet et fouetter l'astrologue parce qu'il estimait qu'il racontait n'importe quoi. Mais attention, on va voir ce qui va se passer. Néanmoins, étant superstitieux, il avait tout de même ordonné à ses soldats de gagner les montagnes et de tuer tous les êtres vivants qu'ils pourraient y trouver. Donc les soldats ont pour ordre de tuer tous les êtres vivants dans les montagnes, c'est une catastrophe. Ainsi, pensait-il, il ne resterait personne sur les montagnes et personne ne pourrait en descendre pour conquérir son royaume. Les soldats partirent donc, armés jusqu'aux dents, et sans pitié, massacrèrent là-haut tous les êtres vivants qu'ils rencontrèrent. De vieux bûcherons, ce sont des gens qui coupent du bois, de petits bergers, les gens qui gardent les troupeaux, des écureuils, des loirs, des marmottes, jusqu'à d'innocents petits oiseaux. Seuls en réchappèrent les ours, cachés au plus profond des cavernes, et le vieux de la montagne, ce grand vieillard mystérieux qui ne mourra jamais, et dont personne n'a jamais su exactement où il était. Mais un messager arriva un soir, annonçant la présence d'un grand serpent noir.
Ce n'était en fait, descendant des monts, qu'une longue colonne d'ours et d'oursons. Donc ce grand serpent n'est pas un véritable serpent, c'est simplement la file d'ours qui descend les uns derrière les autres à la queue leu-leu, qui donne cette apparence de serpent qui se tortille. Les ours, rit le grand-duc, ha ha ha, nous verrons bien qui vaincra. Bientôt, on entend une fanfare. C'est l'armée qui se prépare. Une fanfare, ce sont des instruments de musique qui jouent pour donner du courage à l'armée. En avant marche, canaille. Demain matin, la bataille. Voyez le A-I-L-L-E, A-I-L-L-E, comme dans la leçon d'aujourd'hui. Vous en observez la fureur sur le dessin en couleur. Les ours attaquent d'en haut. Le grand-duc les attend. Et c'est le choc des combattants. Mais que peuvent les ours armés de lances, de flèches, de harpons contre des fusils, des mousquets, des coulevrines, des canons? Alors, mousquet, coulevrine, fusil, tout le monde sait ce que c'est. Un mousquet, c'est une arme à feu portative. C'est l'ancêtre du fusil. C'est ce qui était avant le fusil. Une coulevrine, c'est un canon long et fin. Donc, on tire des boulets de canon avec une coulevrine. Les ours ne sont pas armés pour combattre les hommes. Ils ont des armes qui s'utilisent en étant proches de la personne que l'on veut combattre. Une lance, il faut être à une portée de bras pour pouvoir planter sa lance dans quelqu'un, alors qu'un fusil, on peut être à distance et tirer sur quelqu'un. Donc les ours sont défavorisés, désavantagés par rapport aux armes des hommes. Ils ne sont pas en bonne posture. La mitraille crépite, le sang rougit les cimes. Qui creusera les tombes de tant de victimes? Parce que les ours tombent comme des mouches les uns après les autres. Le grand-duc, par prudence, resté un peu en arrière, observe la scène avec une lunette de verre. Le grand-duc se trouve ici et il observe avec sa longue vue, sa lunette. Parce que monsieur le grand-duc ne va pas aller au combat, il ne faut pas exagérer. Les courtisans, pour ménager son humeur, les courtisans, ce sont ceux qui le courtisent, ceux qui lui font des petites courbettes, qui le caressent dans le sens du poil, en lui disant des monsieur le grand-duc par-ci, des monsieur le grand-duc par-là, que voulez-vous que je vous fasse, et ainsi de suite. Ça, ce sont les courtisans. Où en étais-je ? Les courtisans, pour ménager son humeur, c'est-à-dire pour ne pas le fâcher, ont gravé sur la lentille un ours qui meurt, pour qu'en quelque direction qu'il tourne sa lunette, il ne voit de partout que des lambeaux de bêtes. C'est-à-dire que, au bout de sa longue vue, ici, il y a une lentille, il y a un morceau de verre qui permet de voir plus loin. Et sur ce morceau de verre, les courtisans, ceux qui s'occupent du bien-être du grand-duc, ont gravé un ours qui meurt. Comme ça, partout où il tourne sa longue vue, il voit un ours qui meurt puisqu'il est gravé dessus. Pratique. Son Excellence, qu'a-t-elle remarqué? Un ours qui a perdu un pied. Et à présent, Excellence, quelle nouveauté? 2 ours morts, un de chaque côté. Alors le grand-duc, en dictateur classique, bombarde ses officiers de distinctions honorifiques. C'est-à-dire qu'il est tellement content, le grand-duc, de voir mourir les ours et de prendre l'avantage dans la bataille, c'est-à-dire de gagner, il distribue des médailles A-I-L-L-E, aux gens pour leur dire bravo, bravo, beau travail, vous avez bien combattu les ours, bravo, je suis fier de vous. C'est une distinction. Magnifique, s'exclame-t-il, excellent, très bon. Mais il n'a pas aperçu l'ours Babon. Souvenez-vous, cet ours très fort, très courageux. Car l'ours Babon, aux membres gigantesques, les membres, ce sont les bras et les jambes, et au cœur intrépide, il n'a pas peur, accompagné d'une poignée d'ours d'égal courage, vient, au mépris de tout danger, de se hisser en haut
d'un précipice vertigineux. Donc l'ours qui n'a pas peur du danger, il est courageux, il y va. C'est hissé en haut d'un piton rocheux, c'est ici. L'ours Babon, fort, au cœur intrépide, courageux, est allé là avec d'autres ours. Que va-t-il se passer? Là, un précipice vertigineux, c'est qui donne le vertige, hein, il est à pic. Là, il se met à fabriquer d'immenses boules de neige. Il précipite comme autant d'avalanches sur les troupes du grand-duc. Avec un bruit sourd, les blancs projectiles s'abattent sur le plus gros des troupes grand-ducales. Là où elles passent, les terribles masses de neige font place nette. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'énormes boules de neige qu'ils précipitent, qu'ils lancent, qu'ils font rouler sur les troupes du grand-duc, sur les hommes. Ça fait une avalanche. Avec un bruit sourd, c'est un bruit qui ne résonne pas. Ça fait pof, un gros pof. Les blancs projectiles, les projectiles c'est ce que l'on projette, s'abattent sur le plus gros des troupes grand-ducales. Ce sont les troupes du grand-duc. Il envoie ces grosses boules de neige sur les soldats du grand-duc. Là où elles passent, les terribles masses de neige font place nette. C'est-à-dire qu'à l'endroit où tombent ces grosses boules de neige, il ne reste rien. Plus personne debout, plus personne n'en réchappe. Tout le monde est englouti dans la neige, tout le monde est enfoui. Le tumulte, c'est-à-dire le bruit, prend une telle ampleur qu'un régiment entier aurait pris peur. La troupe s'étonne, la terreur gagne. Ce doit être le vieux de la montagne. Cette succession d'avalanches soudaines finit par glacer le sang dans les veines. Donc le bruit devient de plus en plus important. Il prend de l'ampleur. Un régiment entier, c'est un groupe de soldats, aurait pris peur en entendant cela. Donc la troupe du roi s'étonne. Il commence à avoir peur. C'est la terreur. Ce doit être le vieux de la montagne. Ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas que ce sont les ours qui envoient ça. Ils soupçonnent un espèce de vieux yéti. Et ça finit par leur glacer le sang dans les veines. Sauf qu'il peut rester bernique. Rester bernique, ça veut dire... c'est quelque chose qui exprime la déception et le refus. La terreur devient panique. Et à ce sentiment-là, il n'y a plus personne pour mettre le holà, mettre fin à quelque chose, dire stop. Tout le monde a peur et tout le monde panique, tout le monde veut s'en aller. On abandonne les morts sur le champ de bataille et le grand-duc a ses chamailles. A-I-L-L-E, une chamaille, quand on se chamaille. Hein. C'est une querelle, c'est une fâcherie, une bagarre. Les ours crient victoire, c'est un beau jour de gloire. Et après, nous arrivons au chapitre 2. Qu'y a-t-il décrit sous le dessin? C'est un petit rappel du texte. Poussés par la faim et le froid, les ours descendent vers la plaine et se heurtent aux troupes aguerries du grand-duc accouru pour les repousser. Mais l'intrépidité de l'ours Babon met en fuite l'armée grand-ducale. Et nous arrivons au chapitre 2. À bientôt!